mosala ya bakongo. La plus endettée de ce pays. Nous avons une dette qui avoisine les 3 milliards de dollars. Alors, la dette la plus critique, c'est la dette fiscale. Elle s'avoisine à 340 millions de dollars, à peu près 11%. Il y a ensuite la dette financière qui soutient les investissements, 2 milliards 315 millions environ. Une dette sociale de 0,5%, mais qui est sensible parce qu'elle concerne essentiellement les agents et les travailleurs. Et puis une dette commerciale de l'ordre de 13,25%. Sur la dette sociale, depuis 2023, nous n'avons plus d'arriérés de salaire à la SNEL. Les paiements se font au plus tard le 20 du mois et nous n'avons plus non plus d'arriérés de paiement des décomptes finales, sauf quelques cas de succession. Donc nous sommes passés d'une dette sociale de 25 millions de dollars à 13 millions aujourd'hui. Les décomptes finales, comme j'ai dit, ce sont des situations de succession. Il y a les organismes sociaux, c'est toujours au cours de l'année les redressements et en fin d'année, on fait les conciliations de comptes. Et enfin, sur la question du dialogue social avec les autres dettes sociales qui sont généralement les arriérés dus pour notamment les syndicats, les cotisations syndicales et autres. Donc sur la dette sociale, il y a une avancée très significative parce qu'elle a été réduite de 50% sur les 2 dernières années et c'est la garantie de la paix sociale et surtout de la motivation des agents et des travailleurs. Vient ensuite la dette commerciale. Il y a une avancée significative également parce qu'autrefois, nous recourions toujours à des préfinancements ou à des achats à crédit chez les fournisseurs. Donc nous avons cessé ces pratiques à la SNEL depuis 2023. Nous sommes revenus à la planification des achats avec les plans de passation des marchés qui sont approuvés au niveau de la DGCMP et de la RMP et nous sommes dans des processus d'appel d'offres ouverts pour on va dire pour les 3/4 des cas. Et si vous allez sur le site www.rmp-rdc.org, etc., vous pouvez accéder à tous les appels d'offres de la SNEL. Vient ensuite la dette financière extérieure. En fait, la dette financière est divisée en deux, une partie extérieure, une partie intérieure. La partie extérieure concerne les bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux, à savoir notamment Exim Bank of China, le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Toutes ces dettes sont orchestrées, gérées à travers notamment la DGDP et je viens m'en expliquer. Nous avons donc la dette d'Exim Bank qui est de l'ordre de 451 millions de dollars aujourd'hui. Elle a servi à financer la construction de la centrale de Zongo 2 ainsi que la ligne Zongo 2 Kinsuka, le poste haute tension de Kinsuka et les réseaux associés. La problématique de cette dette, c'est que les études de rentabilité des différents projets n'étaient pas très satisfaisantes et ça nous a conduit à une situation de défaut de paiement permanent parce que tous les 6 mois, la SNEL doit payer 23 millions de dollars à Exim Bank et nous nous retrouvons généralement en défaut de paiement. Alors, nous avons initié un mécanisme de soutien au remboursement de cette dette avec l'État, le ministère des Finances et avec mon collègue de la GECAMIN. Il en parlera peut-être, mais de toute façon, il y a un mécanisme en place pour voir comment on peut soutenir le service de la dette. Ensuite, on a les grands bailleurs de fonds classiques, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ils ont financé au cours de ces 10 dernières années ou 15 dernières années la réhabilitation des centrales et des réseaux de transport et de distribution. Il s'agit essentiellement de prêts rétrocédés qui posent la problématique des provisions pour risque de change, notamment au niveau du bilan, avec une incidence particulière sur des résultats comptables déficitaires. Donc là, il y a tout un débat, toute une discussion qui doit être menée avec notamment l'État propriétaire, mais sous la houlette de son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille,
une commission est déjà en place pour voir dans quelle mesure on pourra trouver une solution à cette question de la maladie des bilans des entreprises publiques qui sont liées parfois à ce genre d'écriture comptable liée aux provisions pour risque de change. Vient ensuite un investissement qui avait été fait par la Banque européenne d'investissement. C'était la construction de la deuxième ligne de transport 400 kV entre Inga et Kinshasa. Nous arrivons à la fin de cette dette et il y a une possibilité aujourd'hui de faire un remboursement anticipé. Il reste 8 échéances et ce serait donc très bien si on pouvait obtenir de nouveau les orientations, le quitus de Son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, pour éteindre cette dette. Ensuite, il y a les dettes financières extérieures. Donc, la dette financière extérieure, c'est 1,341 milliard. La dette financière intérieure, c'est celle qui est portée principalement par nos clients miniers. Elle nécessite une restructuration. On en a discuté avec l'ensemble de nos clients miniers qui sont bailleurs de fonds. Il y a d'autres bailleurs privés qui sont intervenus toujours dans des mécanismes de préfinancement et autres. Il y a la problématique des garanties et des cautions que nous avons pris en cash chez les clients et qui posent des problèmes lorsqu'il faut rembourser ces clients. Donc il y a toute une stratégie pour essayer de convertir progressivement ces garanties sous forme de garanties bancaires. Ensuite, il y a le fonds de promotion de l'industrie et il y a le recours au financement local des banques commerciales. Là, nous avons mis en place une politique qui consiste à ne plus recourir systématiquement à ces crédits qui sont excessivement chers par rapport aux autres types de crédits. C'est des discussions qu'on doit avoir avec les banques commerciales. Mais depuis le début de l'année 2024, au niveau de la SNEL, nous n'avons plus pris aucun crédit au niveau des banques commerciales et donc le stock de la dette est passé de 80 millions à peu près à 36 millions et selon nos projections, au mois d'août, nous ne serons plus dans une situation d'endettement vis-à-vis des banques commerciales locales. Ce qui est intéressant parce que ça va nous donner de l'oxygène parce que ces intérêts-là et le remboursement du capital et des intérêts actuellement nous coûte environ 4 millions de dollars par mois. J'en viens à la dette qui est certainement la plus critique, c'est la dette fiscale. Cette dette fiscale, elle est liée essentiellement aux retards qui ont été pris dans les années précédentes dans la question du reversement de la TVA, le paiement à temps, donc c'est-à-dire le respect du calendrier fiscal. Et là-dessus, il y a des discussions de nouveau qui sont engagées sous la houlette de Son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, et qui concernent notamment à la relance du processus de paiement croisé. Certainement que d'autres intervenants en ont parlé et certainement le staff de Son Excellence le ministre en a certainement parlé. Nos propositions concrètes sont de dire aujourd'hui réellement c'est incompréhensible que les comptes de la SNEL soient bloqués parce qu'il y a une application très stricte de la politique fiscale, alors que l'État doit de l'argent à la SNEL, certaines entreprises du portefeuille doivent de l'argent à la SNEL, et au niveau des régies financières, il y a vraiment un dialogue qui n'est pas toujours soutenu. Et nos propositions sont assez simples. On demande une amnistie fiscale sur tous les arriérés DGDA, DGI, DGRAD, un moratoire dans la mesure du possible sur la parafiscalité et les droits indirects, un moratoire sur la problématique des tarifs préférentiels qui ne sont pas rémunérateurs, et comme ça avait été le cas en 2012 lors de la transformation des entreprises publiques, pourquoi pas un décret sur le passif non assurable et les actifs non opérationnels. Un autre problème qui se pose et qui a une conséquence importante, c'est l'obtention de l'arrêté interministériel sur les exonérations des machines, équipements et autres outils qui sont importés et qui retardent les projets et qui ont des effets pervers, doublement pervers, parce que quand les équipements n'arrivent pas à temps dans les chantiers, on se retrouve après avec des contractants qui demandent des claims parce que
ils ont allongé les délais de prestation et autres. Enfin, ce qui est important, c'est de savoir que tous ces investissements ont permis un certain nombre de réalisations et de perspectives. Je ne vais pas revenir spécifiquement dessus, mais donc la SNEL travaille, tout cet investissement, tout cet endettement sert à améliorer les qualités du service, à moderniser, à réhabiliter les infrastructures et à construire de nouveaux postes, à la fois sur le volet production, le volet transport, sur la distribution. Nous aurons l'occasion, sans doute avant la fin de l'année, de faire une conférence de presse ou une séance avec les journalistes pour expliciter les résultats ou les réalisations 2024 et les perspectives 2025. Alors, nous avons reçu, début octobre, les documents de politique générale des entreprises du portefeuille, à travers laquelle Son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, nous demandait notamment de présenter un plan d'investissement sur les 5 prochaines années. Nous avons donc défini une première ébauche dont le coût est estimé à 6 milliards de dollars. Il s'agit prioritairement de financer la digitalisation des services à la clientèle, donc la mise en place de l'application SNEL et Moi et l'installation d'environ 2 millions de compteurs auprès de nos clients sur les 5 prochaines années. Ensuite, nous avons, dans le même temps, si on se concentre sur Kinshasa, la nécessité de construire une ligne d'interconnexion avec l'Angola, une ligne qui va de Maluku jusqu'à Kikwit pour rattraper le réseau de Kakobola, et 2 nouvelles centrales sur la rivière Inkissi. Donc ce coût-là est estimé à peu près à 700 millions, auquel on rajoute les 300 millions pour la digitalisation. Ça fait un premier milliard, un premier paquet. Ensuite, il y a un autre paquet pour soutenir essentiellement les agro-industries et la croissance urbaine. Il s'agit notamment d'équiper la centrale de Moba-Mbongo avec les 5 autres turbines. Donc la centrale prévoyait de produire avec 8 turbines. Jusque-là, on n'en a installé que 3. Donc l'idée, c'est d'installer les 5 autres et puis de construire les lignes de transport qui vont jusqu'à Guémena via Boussinga et jusqu'à Lissala et les autres contrées pour pouvoir connecter les trois provinces de la partie nord du pays, de la partie nord-ouest, et puis la construction d'une centrale au niveau de Mbandaka qui pourrait permettre d'aller jusque dans la Tchouapa. Au niveau du Grand Kasaï, il y a le projet évidemment de Katende, du Grand Katende, mais l'idée c'est de pouvoir construire les lignes associées qui vont de Katende jusqu'à Kananga, jusqu'à Mbujimai et jusqu'à Mweneditu, et de pouvoir faire le bouclage. Enfin, nous avons les deux grands autres axes, le Grand Katanga, et on peut associer le Sud et le Nord Kivu en termes d'interconnexion. Le budget est estimé à 2 milliards de dollars. Il y a à peu près 1,2 milliard pour la construction indispensable des barrages sur la rivière Luapula, qui permettrait de soutenir en fait la demande aujourd'hui et certainement de soutenir la transformation dans un premier temps des minerais stratégiques. Cet investissement doit s'accompagner aussi d'un autre qui sera celui de réhabiliter au niveau du Haut-Lomami la centrale de Kiloubi. Mais pour réhabiliter Kiloubi aujourd'hui, il faut absolument construire le petit tronçon de ligne qui est entre Kiboula, qui est l'extrémité du réseau de transport de la SNEL, vers Kamina. Comme ça, on peut garantir l'électricité à Kamina et commencer à fonctionner à réhabiliter la centrale de Kiloubi. Alors, à partir du système de cascade de Luapula, on peut tirer une ligne vers Bendera, donc Bendera c'est Kalemi, et de là on peut remonter vers le Nord Kivu et rattraper donc Ruzizi et puis Goma, etc. L'autre projet structurant de la SNEL, c'est la construction de Wanyarukula. Wanyarukula, c'est ce barrage qui peut être construit en amont de Kisangani, à peu près à 50 km, qui pourrait à terme
développer 800 MW et à partir de cette centrale, on pourrait tirer une ligne qui pourrait aller jusqu'à Walikale, une ligne qui pourrait aller jusqu'à Kindu, une ligne qui pourrait aller jusqu'à Lodja, et en remontant vers Kisangani, on pourrait aller vers Buta et vers Isiro. Donc, veuillez citer, s'il vous plaît. Oui, donc pour conclure, on peut aller sur la dernière. Pour conclure, les modes de financement innovants que la SNEL a proposés en termes de stratégie de de-risking sur toute la chaîne de valeur, production, transport, distribution, commercialisation, c'est évidemment la création de sociétés de projets. On en a déjà une qui s'appelle Blue Energy, dans laquelle SNEL détient 49% de parts et Connect Africa 51% des parts. Les financements participatifs, on l'a déjà fait, ou on est en train de le faire avec les miniers, mais on aimerait le faire différemment. Et puis la finance climat qui pourrait venir également à la rescousse du financement de ce projet de 6 milliards, parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres clés, nous dépensons, nous Congolais, sans apport extérieur, 4 milliards de dollars par an pour le Makala, la consommation de Makala. Donc il y a toute une politique de substitution du Makala par l'électricité. Et puis nous importons 3 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Il y a donc là aussi une politique de substitution des produits alimentaires importés par la production locale. Et donc tout ça tourne autour des questions qui concernent notamment la formation, l'ingénierie. Et aujourd'hui, nous avons, en dehors des bailleurs classiques, donc KfW, JK, AFD, Banque européenne d'investissement, de nouveaux partenaires qui voudraient éventuellement rentrer déjà dans le capital de Blue Energy, notamment El Swedi, IFC, John Cockerill. Et donc, je vais m'arrêter là. C'est la conclusion finalement de ce que nous voulons faire, innover dans les modes de financement plutôt que de rester dans les financements classiques. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Fabrice Locine, le directeur général de la SNEL. Pour gagner le temps, je ne veux pas à chaque fois résumer tout ce qui a été dit. Et j'aimerais rappeler à nos différents intervenants, nous avons 15 minutes maximum par intervenant pour nous permettre à ce qu'on puisse avoir un débat suffisamment enrichi. Je suis allé très vite en besogne. Je devais d'abord inviter notre key speaker de ce matin, M. William Lindbergh, chef de la coopération de l'Union européenne. Si vous pouvez vous approcher. Son Excellence, le ministre du portefeuille, chers directeurs généraux, participants, mesdames, messieurs, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir ce panel de discussion sur la manière de relancer les entreprises d'État de la RDC. Comme nous le savons tous, les entreprises publiques jouent un rôle crucial dans l'économie du monde entier. Elles opèrent dans des secteurs stratégiques et fournissent des biens et des services qui ne peuvent être fournis par le marché seul. Et compte tenu de ce rôle très important, il est vraiment essentiel que les entreprises d'État soient gérées d'une manière efficace, avec de solides normes de gouvernance et qu'elles contribuent à des marchés équitables et compétitifs. En outre, les entreprises d'État jouent un rôle clé dans la poursuite des objectifs environnementaux et climatiques, conformément à l'accord de Paris et des autres accords environnementaux. Je ne vais pas m'attarder sur les défis auxquels sont confrontées les entreprises de l'État en RDC, parce que les panélistes feront ça beaucoup mieux que moi-même. Mais je voulais souligner quelques points de point de vue de l'Union européenne qui pourraient être intéressants d'aborder dans le panel. Dans l'Union européenne, les entreprises publiques sont encore des acteurs très importants dans le secteur de l'énergie, des chemins de fer et d'autres secteurs. Et en fait, ces secteurs n'ont été ouverts à la concurrence que récemment. La part d'entreprises publiques dans le segment réglementé et concurrentiel est encore très élevée dans les plusieurs des États membres. Et du point de vue de l'Union européenne,
et des leçons que nous avons tirées, j'aimerais souligner quelques points qui sont particulièrement importants pour garantir que les entreprises d'État réussissent et contribuent à un développement inclusif du pays. Et j'aimerais beaucoup que les membres du panel expriment leur point de vue sur la manière dont ces points peuvent être abordés en général, mais aussi spécifiquement dans leurs entreprises respectives. Le premier point concernant la responsabilité et l'efficacité. Il faut vraiment un cadre de responsabilité clair et adéquat pour contrôler les performances financières et l'efficacité de l'entreprise. Deuxièmement, il est essentiel de mettre en œuvre des normes élevées de transparence et de divulgation de l'information. Le troisième point que je voudrais souligner est l'importance de règles du jeu équitables entre les entreprises d'État et les entreprises privées dans le domaine et secteur où ça est possible. Une telle concurrence incite à une meilleure gestion et à des gains d'efficacité des entreprises publiques. Et quatrièmement, il est nécessaire de revoir le cadre réglementaire et opérationnel des entreprises d'État et d'aligner autant que possible sur les lignes directrices de l'OICD en matière de gouvernance d'entreprises d'État. Dernier point, au-delà de ces 4 points que je soulignais maintenant, j'aimerais aussi que les panélistes se concentreront également sur comment les entreprises peuvent s'attaquer au problème de l'endettement, qui est souvent un problème avec les entreprises publiques, pas seulement en RDC, mais en général. Aussi la manière dont la digitalisation pourrait transformer les entreprises publiques. Et dernièrement, comment les entreprises publiques pourraient prendre leadership sur les questions environnementales, y compris la décarbonisation. Donc sur ce, je voudrais conclure mon brève intervention en souhaitant à tous une session très fructueuse. Merci bien. Merci beaucoup, M. William Lindbergh. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.